On nous entend de si loin? Oui, très bien. Et à quel moment est-ce qu'on doit commencer? J'ai envoyé Basquiat, là. Je me souviens de Basquiat adorait le Caravage. Ah oui? Et avec un ami rappeur, Ouais, ils allaient au Métropolitane voir les tableaux du Caravage. ouais. Et Basquiat avait une théorie, il disait que tous ces types de l'ordre de la chevalerie de Malte avec leurs épées, étaient comme eux, c'est des gangsters. Ah Et oui? c'est ça qu'il faut peindre. Il continue à peindre Basquiat, comme le faisait le Caravage, Ouais. des types armés au fond. Oui, oui, oui. Des rois. Oui. Des rois Eh bah oui, lui qui avait sa couronne. Hein? constamment. Ouais. Oui, oui, mais le Caravage, c'est ce qui est assez curieux, c'est que c'est une découverte finalement récente, moderne, alors même qu'il a une influence absolument énorme dans l'histoire de la peinture, et qui garde une espèce de modernité, en dehors du fait qu'il a été redécouvert finalement au XXe siècle, enfin. Et une modernité parce qu'il pose des questions aussi de peinture ou d'art au sens plus large sur l'art et la vie, la vérité en art, le réel, la violence, le sacré, enfin, tout ça, d'une façon très, très moderne. Et moi, en fait, ce qui m'a beaucoup touché dans votre livre, c'est que, au fond, on a tous une histoire personnelle avec le Caravage. Quand vous parlez de Basquiat, c'est que on rentre par un biais dans le Caravage avec quelque chose d'extrêmement personnel. Bon, donc, ayant lu votre livre, je sais de quoi il s'agit, oui. Mais c'est tout à fait extraordinaire, hein, parce que cette petite image découpée, volée, qui est aussi l'image d'un fantasme, l'image à la fois d'un souvenir, mais aussi d'une épreuve de vie, d'un parcours personnel, etc. Avec la scène aussi, la deuxième scène primitive quasiment, quand vous vous retrouvez devant le tableau que vous ne connaissez pas vraiment, mais vous recomposez tout le tableau dans son ensemble. Je trouve que voilà, ça dit bien ce que c'est que le Caravage, je crois. On pourrait le dire comme une chanson, on a tous quelque chose à voir avec de personnel avec le Caravage. Ouais. Ça c'est assez unique, je crois, ça. Personnellement, je n'ai pas d'autres exemples, je dirais, c'est par là. Ouais, j'ai pas trop d'exemples. C'est parce que le Caravage, c'est un peintre qui met en jeu le sexuel. Oui. Au fond, il n'y a pas ça chez Rembrandt, il n'y a pas ça chez Titien. Ils peuvent peindre des choses plus ou moins érotiques ou érogènes. Mais le Caravage, il met en jeu le sexuel. C'est incroyable. Totalement. Et moi, je pense que c'est ça qui fait de lui quelqu'un de si contemporain, enfin, qui nous touche directement. C'est pas seulement son réalisme, entre guillemets, c'est pas seulement le fait qu'il ait fait entrer des petits mecs, des ragazzi, des gitans. Oui, il y a ça, évidemment, il y a ça, bien sûr. C'est déjà merveilleux, c'est déjà une grande chose. Mais il y a quelque chose, et pas seulement dans les sujets, disons, érotiques, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de nu chez le Caravage. C'est qu'il y a toujours une tension sexuelle. L'amour vainqueur, quand même. Exactement, celui-là. L'amour victorieux. Victorieux, Où là, il règle la question de savoir si les anges ont un sexe. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, ils en ont un. Même les anges ont un sexe. Mais moi, mon histoire personnelle est d'une toute autre nature. Mais c'est un peu, il y a aussi une espèce je dirais, de début un peu surprenant, c'est que quand j'étais enfant encore, je pense, et que je m'intéressais déjà à l'art, à la peinture, etc. Mes parents m'avaient offert, je me souviens, 2 livres d'art, dont un, je me demande si c'était pas de chez Hazan, qui était assez beau, dans un coffret comme ça, bordeaux et noir, qui était, on va dire, une histoire de l'art. J'ai perdu malheureusement ce livre. Une histoire de l'art, et cette histoire de l'art racontait l'histoire de l'art à travers les peintres, en fait, à travers vraiment des figures majeures. Et il y avait une petite vignette à chaque fois, donc une petite vignette, toute petite, il y avait le texte, et comme sur le côté, il y avait une petite vignette, et sous la petite vignette, il y avait la date de vie et mort de l'artiste. Et en regardant ce livre, je sais pas, j'avais 13 ans, 14 ans, je m'étais aperçu que beaucoup d'artistes, c'est pour ça que étaient morts à 37 ans.
bizarrement. Je faisais le calcul mental. Ouais. Et donc, j'avais collectionné les artistes morts à 37 ans. Et, Toulouse-Lautrec qui est mort à 37 ans, enfin, peu importe. Et Raphaël, mort à 37 ans. Mais c'est complètement idiot. Enfin, je veux dire, sauf que celui dont je me suis dit qu'il était mort à 37 ans, un peu comme James Dean ou comme... c'était le Caravage, quoi. Parce que tout de suite, j'ai identifié le Caravage à une espèce de rockstar, justement, à une espèce de type qui avait vécu, parce que j'ai lu à ce moment-là tout ce qu'on pouvait lire sur lui de façon, voilà, un peu anecdotique, sur les meurtres, les voyages, etc. Mais je me suis dit, lui, c'est autre chose, quoi. C'est pas, il est pas mort parce qu'il avait la phtisie, ou il est pas mort parce qu'il est mort parce qu'il a vécu. Parce qu'il s'est dépensé. Exactement. Et là, pour moi, c'était James Dean, quoi. C'était une rockstar. Elvis. Mais dans votre livre, c'est de ça dont il s'agit. Oui, c'est ça, oui. Comment est-ce qu'on fait de sa propre vie une œuvre d'art, en l'occurrence, comment est-ce qu'on devient sa propre légende? Parce que je sais que le Caravage, il s'organisait avec ses copains pour faire presque de la publicité à lui-même. Au tout début, quand il était à Rome, il fomentait des petites conspirations publicitaires. Il était assez averti. Et puis, c'est ça qui est beau dans votre livre, et c'est qui me plaît dans le Caravage, c'est que c'est quelqu'un qui avait le sens de la nuit, au fond. Moi, je le vois comme quelqu'un qui n'allait pas se coucher, au fond. Oui, tout à fait. Moi, une nuit de débauche enchaînée merveilleusement, précisément sur un tableau. Et alors justement, quand vous parlez de mon petit livre, même, qui détonne par rapport à tout ce que je fais, parce que vous avez vu l'exposition, c'est assez, ça détonne sur en tant que sujet, entre guillemets, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce que je parle ou que j'écrive sur le Caravage. Mais aussi ça détonne peut-être parce que justement les artistes qui m'ont très vite happé, je dirais, c'est des artistes de l'action, des artistes de la performance, des artistes du happening, des choses comme ça. Et j'avais écrit un livre 1 an ou 2 ans auparavant qui était une sorte d'histoire de l'art, une autre histoire de l'art que j'avais appelé l'Acte pour l'art, où je parlais de tous ces artistes qui ont fait une autre histoire de l'art, souvent mise de côté, mais maintenant beaucoup moins, mais qui commence avec Dada, les futuristes, etc., toutes les avant-gardes, et qui va évidemment. Je me suis dit quand même, j'ai dans ma tête quand même cette figure du Caravage qui est un proto-performeur, un proto-rocker, un proto... Et je ne pouvais pas écrire une biographie comme celle que vous avez écrite. Donc j'ai essayé de trouver le rythme dans l'écriture, de donner cette espèce de quête du mouvement, de l'essoufflement, de la fatigue. Donc c'est plutôt un poème, on va dire. Oui, puis il y a quelque chose de rhapsodique dans votre livre. C'est un livre fondé sur une répétition. Ça recommence sans cesse. J'ai l'impression que la vie du Caravage recommence tous les matins. C'est comme après une immense cuite. Oui, tout à fait. Et j'aime bien que vous parliez de Dada parce que au fond, on croit que l'histoire, au fond, c'est une succession de dates, de guerres, de je ne sais quoi, de rencontres entre des dominants. Mais il y a une histoire parallèle, qui est vraiment celle des avant-gardes, qui commence effectivement pendant les tranchées de Verdun, qui commence au cabaret Voltaire. Bien sûr. Et il y a un livre très beau de Grêle Marcus sur les avant-gardes. J'ai lu, bien sûr. Il explique un jour, il est en 77, un petit peu plus tard, à un concert des Sex Pistols. Il entend une chanson des Pistols et il se dit, mais c'est Guy Debord, au fond. Il y a quelque chose dans cette chanson qui parle des sites. Tout à fait. Et à travers ça, il comprend qu'au fond, l'acte des Sex Pistols, l'acte du punk, c'est de rejouer sans cesse de manière fantôme, enfin, ce qui s'est joué au cabaret Voltaire Dada, ce qui est passé après dans le surréalisme, ce qui est passé chez Debord, les lettrices, les situs. Exactement. C'était mon intuition aussi en écrivant ce petit livre. C'était un peu ça. Le Caravage, avant le concept même d'avant-garde, au fond, est à lui tout seul une rupture, une décision, au fond. Et en même temps, alors même que c'est cette espèce de brutalité, punk, pourquoi pas,
il y a quelque chose de très romantique dans cette vision de l'artiste, dans cette vision du créateur absolu et donc moi j'aimais beaucoup ça aussi, c'est-à-dire le parcours comme qui ne pouvait être qu'un parcours bref. Hein, il meurt. Alors, vous me dites qu'il meurt à 39, c'est peut-être maintenant le. Oui, non, mais c'est peut-être mort à 39. Comme Blaise Pascal. Mais ben voilà, c'est après on fait alors que Elvis Presley est mort à 42, donc mais il était un peu plus. Voilà. Et donc ce qui m'intéressait aussi, c'est ça, c'est-à-dire que le côté vie brève. Hein, il y a ce livre que vous connaissez. John O'Bray. Non, oui, il y a oui, il y a celui-là, oui. Non, je pensais surtout aux. Non, les vies imaginaires. Ah, les vies imaginaires, Marcel Schwab. Marcel Schwab. C'est merveilleux. Et oui, voilà. Et j'avais pensé aux vies imaginaires aussi. C'est vrai, il y a de ça dans. Il y a de ça, hein, mais c'est involontaire. Mais en y repensant, c'est un livre qui m'avait marqué. Et j'aimais beaucoup qu'en une page, il arrive à faire le parcours comme ça. Et à chaque fois, c'était sur un détail, mais alors voilà, il y avait un petit côté vies imaginaire. Mais on revient à l'idée de vignette, qui nous a marqué. Moi, j'ai comme vous, je suis quelqu'un qui lisait des fanzines, qui découpait des images dans des revues, qui faisait des collages. Et mettre toute une vie en une seule page ou une seule. Oui, voilà. Il y a de ça. D'ailleurs, la couverture de votre livre, j'aime bien, c'est le Bacchus, qui est collé comme une effigie sexuelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Un peu de revue cheap au fond. Oui. Moi, il y a deux petites éditions. Une première. Je trouvais ça mal maquetté, c'était pas moi. La deuxième, c'est moi qui ai écrit la vie. Je préfère. J'ai vu l'écriture. Oui, je préfère celle-là, parce que justement l'écriture fait partie, au sens graphique du terme, fait partie de l'action, vraiment. Je veux dire, mais on aura l'occasion de se reparler, mais c'est sûr que c'est ça, ce rapport à mon Caravage, quoi, en somme. C'est mon Caravage, il y a votre Caravage, il y a le Caravage d'un autre, etc. Et en fait, on s'aperçoit. On en parlait avec Jean-Michel Elberola, là aussi, lui, il voit encore autre chose chez Caravage. Il n'a pas le même. Donc c'est assez drôle. C'est ce qu'il me disait. Il me disait ce qui est fantastique avec le Caravage, c'est que chacun. Alors moi, c'était pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais dire qu'on avait tous une histoire un peu initiatique avec le Caravage. Lui, il voulait dire aussi que les regards sur le Caravage ne pouvaient être que différents en fonction de sa propre histoire ou son propre regard sur la peinture, etc. Alors, il parlait tout de suite de Giotto. Effectivement, je ne voyais pas trop le rapport, mais la question de dire, effectivement, peut-être que sur le Caravage, il y a quelque chose de particulier de ce côté-là. Je pourrais pas dire, parce que comme vous, moi j'étais à Rome, comme vous y étiez, j'avais déjà été à Rome, hein, mais j'ai revu les Caravages et comme vous, j'ai eu ce côté aimantation en mettant la pièce toujours pour avoir la lumière, mais où on est vraiment aimanté par le truc, même si il y a les touristes et même si on est sur un petit coin, on regarde les trucs de biais et tout, mais il y a un côté aussi presque cinématographique, je dirais. Presque cinématographique dans la composition d'images. Le cycle de Mathieu, il est... Oui, c'est celui-là. Hein, voilà, la vocation, le martyr. Voilà, le manteau, etc. Moi, c'est aussi, on parlait de sexe tout à l'heure, mais c'est aussi la deuxième grande chose pour moi qui fait que le Caravage nous travaille, au fond. C'est qu'il y a une représentation de la criminalité inhérente à l'espèce humaine. C'est pas seulement qu'il montre des crimes, mais on sent que le crime est là à chaque instant, sur toutes les actions. Personne n'est épargné par ça. Bien sûr, oui. Et là, dans l'église Saint-Louis des Français, le martyr de Saint-Matthieu, c'est quand même tout à ce qu'on appelle dans les Écritures un crime d'iniquité. On vient tuer un homme saint dans le lieu même sanctifié. C'est-à-dire que le nihiliste crapuleux ne se contente pas de dire tout ça ne doit pas exister, le sacré, il vient souiller le sacré de l'intérieur. Tout à fait. Et c'est dans ce tableau, complètement sur la gauche quand on regarde, mais effectivement il y a le Caravage qui se détourne avec une espèce d'incrédulité un peu dégoûtée. Avec aussi la conscience qu'il est là, il fait partie de cette histoire, comme tous les humains. Il ne peut pas s'accepter de ce crime
commis en commun, c'est Freud qui dit ça. Toute société est fondée sur un crime commis en commun. Ouais. Et voilà, moi, c'est ce truc-là de... Le Caravage, il sait ça dans sa chair. Oui. Alors c'est drôle parce que je ne fais qu'y penser maintenant, puis je n'ai plus cette œuvre. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être pas bien vu dans mon exposition, j'ai fait une pièce qui s'appelle À la main du diable, qui était une très grosse pièce qui était à l'exposition de Suez mais l'objet. C'est une énorme main rouge. Et j'avais accroché un certain nombre de personnages au doigt. Et à la main, c'était un résident, mais en haut, c'était Judith Holoferne, avec un couteau bien dressé. Judith Holoferne. Donc c'est quand même assez drôle. Et j'avais mis dans l'exposition, parce que j'avais mis, et j'y pense que maintenant, hein, alors j'ai complètement oublié que j'ai fait ça, il y avait un renard rouge, qui était un renard empaillé, qui venait de chez mes grands-parents d'ailleurs, mais que j'ai peint en rouge vif. Et je me souviens parce qu'il était chez mes grands-parents, dans l'entrée, ils habitaient dans les Ardennes, hein, et ils avaient une grande maison, et il y avait un plateau de cuivre où ils mettaient leurs clés comme ça dans l'entrée. Voilà. Et moi j'ai mis la tête du Caravage coupée. D'après le portrait d'après le David et Goliath, le David et Goliath, donc la tête de David Caravage, et je l'ai mis dans ce plateau. J'ai fait un peu hyper réaliste comme ça. Et donc c'est aussi une image de nous-mêmes, artistes. Enfin, je veux dire, c'est nous. Surtout que ce tableau, Sounet, il l'envoie pour se faire pardonner, puisqu'il n'a plus le droit de revenir à Rome. Enfin, bien sûr. S'il revient, en gros. Oui. Et il l'envoie comme une pénitence. Oui, voilà, c'est ça. Et il a un œil ouvert, ça m'a toujours fasciné, le Goliath. Un œil ouvert et l'autre fermé. Oui, c'est vrai. Parler de la représentation de l'artiste, là c'est vraiment... Oui, c'est ça. Le visible n'arrive plus qu'à moitié. Oui, tout à fait. Et vous, en tant qu'écrivain, je veux dire, est-ce que c'est une figure, parce que dans la littérature, évidemment, moi, les rapprochements que j'ai pu faire, c'était plutôt, comme je le disais tout à l'heure, avec des sortes de personnages un peu, pas d'art mineur, mais enfin le rock, le cinéma, le pop, le machin. Mais il y a quand même aussi des figures comme ça qui apparaissent dans la littérature. Vous voyez des rapprochements à faire avec des figures comme ça, des écrivains qui seraient des Caravages d'écriture, ou est-ce que c'est l'image vraiment, parce que vous parlez de ça dans votre livre, vous parlez vraiment de et moi j'en parle à l'instant, de l'attraction de la peinture, mais moi il y a l'autre Hamon, enfin, qui me fascine aussi, parce que c'est quelqu'un dont la vie même est une disparition. Enfin, il est en un sens devenu Maldoror, au fond il n'y a rien d'autre. On ne sait pas ce qui s'est passé, il est mort d'une fosse commune pendant le siège en Argentine, prussien là à Paris. Il y a lui comme figure du mal. Et bon, il y a Bataille, moi cette bataille me fascine aussi beaucoup. Moi ce serait Jarry. Ah, Jarry, oui. Voilà. Mais je crois qu'il faut qu'on arrête là. Voilà, on arrête sur Jarry. Sur Jarry. C'est super. Voilà.